Yorana tatou tatou wharera I te Avatea. Donc je suis Warente Aninura I te Moana, enseignant spécialisé au collège de Makemo, dans les Tuamotu. C'est-à-dire que je travaille avec les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et je suis en 3e année de doctorat. Je suis surtout ravi d'être présent parmi vous parce que c'est la première fois que j'arrive à assister au doctoral. Donc voilà, et c'est la première fois que j'arrive à partager en personne une partie de mes recherches. Donc comme vous le voyez, ma thèse s'intitule « La part de fiction dans les œuvres de Tia Figuel, Tita Wapeu, Alexis Wright, nouvelles approches des études postcoloniales ». Elle a en fait pour objectif d'analyser la part de fiction dans les œuvres littéraires de ces 3 écrivaines autochtones, océaniennes, mais aussi la place qu'elles accordent aux réalités historiques, culturelles, sociales de leurs pays d'origine respectifs. Et il sera également pour moi l'occasion de vous présenter, de nouvelles approches des études postcoloniales. Donc les œuvres que j'ai sélectionnées sont La petite fille dans le siècle de la Lune, L'île sous la Lune, Le tatouage inachevé et Free Love de Tia Figuel. Il y a également Mutisme et Pina de Tita Wapeu et Les plaines de l'espoir d'Alexis Wright. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous présenter dans un premier temps la place du réel dans les œuvres sélectionnées. Puis j'aborderai la place accordée à la fiction chez les 3 écrivaines. Et enfin, je vous présenterai l'état des lieux de mes recherches. En fait, j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer les raisons qui m'ont mené vers l'étude des œuvres de ces 3 écrivaines. Donc, tout a commencé avec le roman Mutisme de Tita Wapeu. C'est ce roman qui m'a donné l'envie de mener des recherches en littérature postcoloniale et plus précisément en littérature océanienne. Dans Mutisme, publié pour la première fois en 2003, la part du réel réside principalement dans le combat que mène le parti indépendantiste contre les essais nucléaires qui eurent lieu ici en Polynésie française pendant 30 ans, entre 1966 et 1996. Dans le roman, la narratrice anonyme était prise du leader indépendantiste, Tetoa, surnommé Rory. Donc un jour, avec ses partisans indépendantistes, il décide, et avec l'aide d'autres organismes, il décide de manifester contre la reprise des essais nucléaires, des bombardements atomiques dans l'archipel des Tuamotu, annoncé par le président Jacques Chirac de l'époque en 1995. Donc voici ce que la narratrice dit aux pages 131 et 132. Rory et moi, nous étions dans un café de Papeete quand on nous apprit la nouvelle. Un de ses amis est venu le retrouver. Chirac annonçait la reprise des essais nucléaires. Ça n'allait pas être grand-chose, 8 essais tout au plus. Mais cela est nécessaire pour la défense d'un si grand pays. Ça n'allait vraiment pas être grand-chose. Ce pas grand-chose allait bouleverser nos vies, ma vie. Cette anticipation, cette prolepse de la narratrice encourage le lecteur à s'interroger justement sur les événements futurs. En effet, il y a un événement marquant dans l'histoire de la Polynésie française, puisque suite à l'annonce de la reprise des essais nucléaires au Tuamotu, des émeutes eurent bien lieu et entraînèrent le carnage de l'aéroport de Tahiti-Faa'a et le saccage de la ville de Papeete. Donc à présent, j'aimerais faire une petite parenthèse dans mes recherches et vous partager une expérience passée, en fait des souvenirs d'adolescent, puisque en 1995, j'étais au lycée Paul Gauguin, j'avais 15 ans, et je me rappelle que ce jour-là, on nous avait demandé d'évacuer le lycée parce qu'on avait entendu qu'un barrage se formait à Tiperui, à l'entrée de la ville de Papeete, et qu'il fallait évacuer le lycée parce que les trucks, à l'époque c'était des trucks, les trucks ne pouvaient plus passer, récupérer les jeunes qui devaient rentrer dans les autres communes. Et moi qui habitais à Faa'a, j'ai dû traverser ce barrage pour pouvoir rentrer chez moi. Et je me rappelle que ce soir-là, on pouvait entendre de chez moi tout ce qui se passait à l'aéroport. On pouvait même voir la fumée des voitures que l'on brûlait dans le parking. Et je me souviens aussi que, bon, j'ai grandi dans un quartier chaud de Faa'a, donc des membres de ma famille avaient également participé à ces émeutes. Et donc, et je me rappelle aussi avoir répondu à des coups de fil de menaces, puisque mes grands-parents travaillaient pour la mairie de Faa'a. En tout cas, la lecture de ce roman
a fait que je ne savais plus si j'étais en train de lire un roman de fiction ou un fait divers, ou en tout cas, si ce qu'elle racontait était réel, imaginaire, et j'étais perdu un peu dans toutes ces idées-là. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'imaginaire et au réel dans ce roman-là. Donc, en tant que lecteur, je me suis vraiment senti au cœur de l'action, grâce aux mots de Titaouapeu. En tant que lecteur autochtone ayant vécu ces émeutes, je me suis rappelé de toute la tension qui régnait chez moi ce soir-là. Toutes les images, toutes les descriptions, toutes les sensations rapportées par l'auteur, l'écrivaine tahitienne, m'ont fait me replonger dans mes souvenirs d'adolescent, qui ne savaient pas trop ce qui se passait à l'époque. Mais bon, là je reviens sur mes recherches, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres références réelles dans mutisme, à part aussi le fait de nommer des lieux qui existent réellement, des noms de quartiers, des noms de rues, les îles, etc. Elle parle également de l'origine des Polynésiens dans ce roman. Elle mentionne la voix de Londres que l'on entend dans les années 40, de la manière dont les élections se déroulent en Polynésie française. Elle mentionne Henri Hiro, elle parle de l'autonomie. Et dans Pina, roman publié en 2016, elle mentionne également les essais nucléaires, mais elle se concentre surtout sur les cas de cancer que les bombardements ont entraînés. Le lecteur apprend également que Tahiti est devenue française dans les années 1880. Elle fait donc référence ici au protectorat du 29 juin 1880, lorsque Pomaré V céda l'île de Tahiti à la France, le royaume de Tahiti, ainsi que les îles qui en dépendaient, comme les îles du Vent, les Tuamotu du Nord, les Tuamotu du Centre, Tupuaïr et Vavert. Elle parle également de la résistance tahitienne et de la résistance des îles sous le vent. Elle mentionne la prophétie de Vaïta, que l'on peut retrouver également dans Tahiti aux temps anciens de Te Wira Henry. Elle insiste aussi sur le fait qu'il n'existe qu'un seul parti indépendantiste en Polynésie française. Et enfin, à la fin du roman, Titaouapeu mentionne la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Donc, toutes ces références que je viens de faire, toutes ces références historiques surtout, dans Mutisme et dans Pina, m'ont fait réellement m'intéresser à l'analyse des œuvres de Titaouapeu et m'ont fait m'interroger sur la place qu'accordent les auteurs océaniens au réel et à l'imaginaire dans leurs écrits. J'ai donc décidé de comparer les écrits de Titaouapeu à d'autres écrits, et avec l'aide et les conseils de mon directeur de thèse, que je salue en passant parce qu'il est dans le public, M. Peter Brown, je me suis tourné vers deux écrivaines que je ne connaissais pas auparavant, Sia Figiel, une écrivaine d'origine samoane, et Alexis Wright, d'origine aborigène d'Australie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'attarder un peu plus sur Titaouapeu. Maintenant, je vais aller un peu plus vite sur les autres écrivaines et le reste de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, chez Sia Figiel, il y a également des lieux qu'elle nomme, en Nouvelle-Zélande, Savaii, Apia. Dans ses romans, elle fait souvent référence aux recherches anthropologiques de Margaret Mead, Derek Freeman sur la sexualité des adolescents de Samoa. Elle parle de l'arrivée des missionnaires, de l'ancienne religion, la religion polythéiste, de la conversion des Samoa et des îles Hawaï et de la propriété de la terre. Mais surtout, elle aborde des thèmes récurrents dans tous ses romans, tels que l'importance de l'Église et de la religion chrétienne, par exemple. Dans les petits villages samois, le pasteur est considéré comme le père spirituel, et pour eux, le père spirituel est quelqu'un d'important. Ce qui fait que sa femme est également considérée comme la mère de tout le village, et ses enfants aussi, comme les frères et sœurs de tous les membres du village, les habitants du village. Donc, lorsqu'un de ces enfants a un rapport sexuel avec un habitant du village, c'est considéré comme de l'inceste, et jusqu'à présent. Et c'est ce que l'on peut lire aussi dans les 4 romans. Il y a également l'importance des traditions et des mythes, les violences infantiles, la place de la femme dans une société principalement patriarcale, les conséquences de la colonisation,
comme la société de consommation, la langue anglaise obligatoire, même si aux Samoa, les Samoans ne maîtrisent pas forcément tous la langue anglaise, et surtout le départ vers la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays étrangers pour pouvoir poursuivre des études, pour pouvoir avoir une meilleure vie, et pour pouvoir surtout rapporter de l'argent aux membres de sa famille qui sont restés aux Samoa. Qu'en est-il des Plaines de l'Espoir d'Alexis Wright? Donc, le roman tourne surtout autour des conséquences de la politique de l'Australie blanche et des générations volées. Il y a les thèmes comme la perte des terres, d'identité, perte des cultures, perte des repères. Alexis Wright raconte surtout la vie dans les missions aborigènes, qui devenaient par la suite des réserves aborigènes. Elle y mentionne la loi de protection des aborigènes durant la période protectionniste, ainsi que l'Aboriginal Land Rights. Et surtout, nous devons préciser que Les Plaines de l'Espoir fut publié en 1997, c'est-à-dire la même année que le rapport Bringing Them Home, révélant que des enfants aborigènes et des enfants autochtones du détroit de Torres furent retirés de force de leur famille afin de rejoindre des missions religieuses, des institutions comme des orphelinats, des internats ou des familles d'adoption blanches, dans le but de les éduquer à la manière des Blancs. Enfin, le roman situe sa narration à partir des années 1940 jusqu'aux années 1990. Et les enfants furent arrachés à leur famille de 1910 à 1970. Donc, dans le roman, on est bien en plein dans la période des enlèvements des enfants et les conséquences après l'arrêt de ces enlèvements. À présent, nous pouvons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la part de fiction dans les œuvres de ces trois écrivaines. Donc, chez nos trois écrivaines, la part de fiction réside principalement dans les personnages. Les personnages principaux, les narratrices, ça c'est vraiment la partie fictionnelle. Ce sont les personnages, les adjuvants, les opposants et les relations qui existent entre ces personnages. L'intrigue, l'action, les résultats sont également fictifs. Les lieux où évoluent certains personnages chez Figiel et Wright sont également fictifs. Mais chez Sia Figiel, il y a également la remise en cause de la société patriarcale. Pourquoi est-ce que je dis que c'est de la fiction? C'est parce qu'en réalité, les gens ne remettent vraiment pas en cause au Samoa. Donc, elle le fait dans ses romans. La société patriarcale, la religion, la colonisation, l'éducation. Elle présente alors des personnages, des femmes samoanes ou des hommes samoans d'un genre nouveau, c'est-à-dire ceux qui osent justement porter le fardeau de ces remises en question et qui osent changer, tout simplement. Chez Tita Wapeu, là, elle va vraiment plus loin dans la fiction, c'est-à-dire qu'elle utilise des procédés stylistiques, vraiment du roman noir, par exemple, du thriller, du réalisme magique ou du fantastique. Elle parle de vengeance, de meurtre, de prophétie, d'apparitions surnaturelles, de délirium, il y a tout dans Pina. Elle propose également une réalité alternative, où la Polynésie française entre dans un processus de décolonisation. Il y a même un référendum qui a eu lieu, oui, plus de 50% des voix qui ont voté oui, etc. Et chez Alexis Wright, dans Les Plaines de l'Espoir, le lecteur est plongé dans les croyances ancestrales aborigènes, qui participent pleinement au développement de l'intrigue. Il y a une malédiction, par exemple, qui plane au-dessus des protagonistes féminins, qui décident de leur destin. Et bien évidemment, l'espoir. L'espoir de retrouver ses origines, son identité, de retrouver sa langue, sa terre. Voilà, ça, pour moi, fait partie de la fiction. Et enfin, on arrive à l'état des lieux un peu de mes recherches, c'est-à-dire où j'en suis à présent. L'année dernière, j'avais présenté les différentes lectures que j'avais effectuées pendant les 2 années, la première année et la deuxième année. J'avais ensuite fait des corpus de textes, fait moi-même comment je peux dire ça? J'avais commencé déjà à avoir de nouvelles approches, puisque je dois mener vers des approches d'études postcoloniales. Donc, voici ce que j'avais présenté l'année dernière, avec différents thèmes. Donc, le réalisme magique, c'était mon thème de l'affiche de la première année, en 2022. Et ensuite, je m'étais reproché à moi-même l'année dernière de n'avoir pas suffisamment lu d'auteurs polynésiens. Moi, j'étais resté chez Tita Wapeu parce que je suis devenu fan plutôt. Et ensuite, j'ai commencé à lire d'autres auteurs. Et finalement,
je me suis rendu compte qu'il y avait des thèmes récurrents, la péridentité, le cultus, savants ancestraux, etc., vraiment toujours en lien avec les conséquences de la colonisation et du christianisme. Donc, je me suis penché sur la dimension culturelle et donc étendre vers une approche anthropologique de la littérature. J'ai lu les articles de Jean-Marc Mourat, Jean de Rive, Henri Béard, l'ouvrage didactique de Jean-Pierre Gerfaux et Jean-Paul Tourelle. Et ensuite, là, maintenant, j'ai décidé de m'attacher vraiment à l'approche anthropologique et essayer de travailler dans les livres, parce que ça va être mon terrain de recherche, je ne vais pas me déplacer au Samoa, c'est la littérature, donc c'est le livre. Voici ce que je vais essayer de travailler les années à venir, toutes ces différentes approches qui sont proposées justement par les didacticiens. Et donc, pour terminer, je vais finir en fait par une citation de Tita Wapeu, encore une fois. Voilà. C'est une citation de mutisme. Elle dit « Reprends tes mots, reprends ta terre, sans violence, réapprends à dire que tu souffres, que parfois tu as faim. Reprends tes mots, et là, tu reprendras ta terre. » Merci beaucoup. J'ai passé, non? Merci beaucoup, Warren. Des questions? Non. Disons que, effectivement, hein, Tita Wapeu, c'est une auteure polynésienne qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est un caractère, nous sommes bien d'accord. Voilà. Mais moi, la question, en fait, elle ne va pas porter sur... Justement, tu as choisi 3 auteurs autochtones. Une polynésienne, une samoane et une aborigène australienne. Et quelque part, en fait, la question, c'est pour ça que je dis, vous allez m'excuser, parce que moi, je suis des sciences inhumaines. Voilà. Donc, c'est, en gros, je vois que là, tu pars également sur une approche anthropologique de la littérature. Et moi, quelque part, la question que j'ai envie de poser, c'est que quel est l'objectif, en fait? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu recherches comme contribution en termes de développement, finalement, une fois qu'on aura obtenu les résultats de ta recherche? Oui, en fait... C'est une question très des sciences inhumaines, nous sommes d'accord. Non, non, ça va. En réalité, ce que j'essaie de démontrer, c'est comment est-ce qu'on peut analyser ces œuvres. Voilà, comment est-ce qu'on peut étudier avec un public non océanien, par exemple, ou avec même un public océanien. Comment est-ce qu'on peut lire ces œuvres. Peut-être c'est mon côté enseignant et mon côté... voilà, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ces œuvres à travers différentes approches. Voilà, c'est plutôt dans la compréhension de l'œuvre, de la compréhension de... et comment est-ce qu'on peut enseigner à partir de ces œuvres-là. Mais c'est justement la partie... J'ai bien noté que tu étais enseignant. Parce qu'en définitive, le choix aussi, au départ, il est en quelque sorte... Bon, alors peut-être parce qu'on n'a pas tant d'auteurs que ça. Oui. À un moment, tu es parti en disant je me suis intéressé aux autres auteurs, notamment polynésiens, qui sont aussi des références. Et en fait, moi, je me disais au départ, mais finalement, la conclusion de ce travail, parce que la question qu'on se pose toujours quand on démarre un doctorat, c'est quelle va être la contribution que l'on va avoir à la connaissance, parce qu'au final, on va être jugé par un jury de ses pairs. Et ce jury de nos pairs va juger en fait ta contribution. Qu'est-ce que tu apportes en termes de réponse, ou en tout cas de contribution à l'acquisition de connaissances et à faire évoluer et à progresser cette connaissance. Donc du coup, pour toi, en fait, la question pour moi, c'est une fois que tu auras ta thèse, que tu seras docteur, cette contribution-là, elle est tellement ciblée en fait sur des auteurs. Je comprends bien l'intérêt, mais derrière, en fait, c'est en termes d'enseignement, comment est-ce que ça va se traduire? Oui. En fait, c'est aussi la comparaison. Là, je commence avec ces 3 auteurs, mais c'est plus de la littérature comparée. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il faudra ouvrir aux autres auteurs océaniens. Si ça se trouve, avec ces 3-là, je trouve des points communs. Et avec d'autres, ça va être complètement différent. Voilà, c'est plus dans ce sens-là aussi, comparé avec les autres auteurs.
je suis totalement ignare. C'est vraiment une question idiote. Enfin, c'est deux types de questions. La première, c'est en tant que directrice de l'école doctorale. Tu viens de dire, et après, et là tu es en 2e ou 3e année de thèse, en 3e, et le après, c'est pas une question, c'est plus une observation, il faudrait que le après ne dure pas trop longtemps. Donc c'est vrai que là j'ai eu l'impression que tu t'ouvrais d'autres horizons, ce qui est scientifiquement très intéressant, mais du coup il reporte l'achèvement du travail de recherche, et ça faut en avoir conscience, évidemment avec ton directeur de thèse, que la thèse c'est pas un travail d'une vie, que c'est un travail temporellement limite déterminé, et ça vaut évidemment pour tout le monde. Alors ça c'était pas une question, mais c'était l'observation de l'école doctorale. Ma question en tant qu'ignare, c'est je me demandais si, quand tu as parlé de la différence entre la part du réel et la part de fiction, tu as mis dans la catégorie de fiction des choses qui, moi, m'interrogent comme relevant de la fiction. La contestation de la société patriarcale, etc., pour l'un, et puis pour l'autre, le retour de l'espoir. Et je me suis demandé si c'était vraiment... au sens littéraire, mais je ne sais pas si au sens littéraire c'était de la fiction ou si c'était pas une prise de position des auteurs pour militants ou pas militants d'ailleurs, mais une prise de position, de pouvoir de conviction. Voilà, je voudrais que tu nous éclaires sur l'appartenance à la catégorie fiction de ces éléments-là. Ok. Ben, en fait, c'est vrai, ce que je catégorise dans ce qui est fictionnel, c'est ce qui ne se fait pas trop. C'est pour ça que pour Sia Figuel, j'ai mis dans la partie fiction tout ce qui est opposition à la société patriarcale et tout ça. Et ensuite, c'est vrai que pour les plaines de l'espoir, on est vraiment là dans le cœur des peuples aborigènes. C'est-à-dire que moi, honnêtement, et c'est au niveau de la littérature aussi, c'est vraiment fictionnel, entre guillemets, dans le sens où ils sont encore en train d'espérer avoir tout ça. C'est pour ça que j'ai classé ça dans encore de la fiction, c'était que voilà, ils sont encore en train de lutter pour récupérer leurs droits. Et par rapport à la question en tant que directrice, je suis inscrite pour 6 ans. Mais c'est vrai qu'avec mon directeur de mémoire, on s'est dit qu'on allait faire en moins de 6 ans. Oui, c'est vrai. Mais voilà, et pour expliquer les nouvelles approches, c'est surtout pour... maintenant, avec tout ça, je vais pouvoir placer tout ce qui est réel et fiction avec les différentes nouvelles approches. Voilà. Merci. Moi, j'ai une dernière question, mais bon, du coup, ça va être rapide. Est-ce que les éléments de fiction donc, que tu as identifiés dans ces œuvres-là jouent des rôles littéraires ou peut-être certains rôles qui reviennent parmi les différents auteurs? Est-ce que ça a un rôle particulier, en fait, d'utiliser des éléments de fiction ou est-ce que c'est simplement... Non, je pense que c'est... en fait, l'intérêt, même si le titre de ma thèse, c'est la part de fiction. Pourquoi je parle de fiction? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de références historiques et réelles que de fiction. Oui. C'est pour ça. Et donc, oui, c'est récurrent à... Alors bon, donc c'est une question... Je m'excuse aussi du fait d'être inhumain, mais qu'est-ce que ça apporte, ces éléments de fiction, à l'œuvre qui est quand même basée, on va dire, qui tourne autour de faits historiques? Qu'est-ce que ça apporte de rajouter des éléments de fiction? C'est l'intrigue, c'est l'histoire, c'est les relations entre les personnages, c'est voilà, ce qui fait que ça va être intéressant à lire aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas lire pour les faits historiques, mais qui vont lire pour lire de la fiction. Mais en même temps, puisque c'est océanien, on apprend sur la culture des autres. C'est ça. Je disais que pour Figuel, en fait, la fiction lui permet de se positionner, parce qu'effectivement, au niveau de Samoa, il y a une très forte emprise, on va dire, religieuse, patriarcale, etc. C'est une société... Et en fait, ça lui permet de se projeter dans une position revendicatrice, à mon sens, de positionnement, en tant que femme samoane. Ouais.
pour voir la situation au niveau des aborigènes en Australie et, on va dire, encore plus complexe. Oui, effectivement, sur la phase des enfants volés, dont on a beaucoup entendu parler, 1910-1970, et les conséquences derrière. Mais il y a quand même aussi aujourd'hui un repositionnement, une remise en question en Australie, avec effectivement un positionnement entre guillemets des Australiens blancs. Par rapport aux aborigènes. Donc je pense que ça reste un positionnement, la fiction est utilisée pour... Il y a effectivement des éléments historiques qui sont rapportés, mais la fiction permet aussi de peut-être tenir un discours, on va dire revendicateur aussi, mais qui est peut-être un peu plus atténué et qui est plus en correspondance avec ce qui va être acceptable. Voilà. Finalement, c'est ce qui est intéressant dans la littérature, c'est que l'auteur peut effectivement faire passer un certain nombre de messages, faire un contexte en se basant sur des faits réels, mais en même temps en laissant libre cours à la création. Et tout ce que vous venez de dire, par exemple, entre dans ce qui est approche anthropologique de la littérature. Tout ce qui vient d'être dit, merci. Je vous propose de remercier à nouveau Warren. Maruru, Yorana tout le monde. Merci de rester tout au long de cette journée et d'avoir bien entendu ma présentation. Je sais qu'elle est difficile. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ma présentation concernant mon sujet de thèse qui s'intitule « L'œuvre littéraire et artistique de Henri Giraud ». Donc, dans le cadre de mon projet de recherche, mes directeurs de thèse sont Bruno Sora et Sylvie Largeau-Ortega, et je suis rattaché au laboratoire ISCO. Vous verrez en fait ici, sur cette première page, deux images. La première image, ici, se situe Henri Giraud, entouré de plusieurs enfants. Cette image évoque quelque sorte, en fait, son intérêt, ses missions premières, à savoir préserver la génération future dans la société tahitienne vers la fin du XXe siècle à Tahiti. Et ensuite, une flèche, quelque peu en pointillé, qui se dirige vers une autre image iconographique qui, en fait, l'affiche publicitaire proposée cette année par le ministère de la Culture en lien avec la Maison de la Culture, Te Whare Tauhitinui, qui célèbre effectivement cette année les 80 ans de Henri Giraud, s'il était encore vivant. Tout ça pour vous dire que plusieurs années, plusieurs décennies après son départ, Henri Giraud continue d'éveiller les esprits polynésiens, mais également nationaux et internationaux, de par ses productions littéraires et artistiques. Ainsi, pour faire en fait le lien avec les questions de mon prédécesseur concernant sa présentation, effectivement, je suis moi-même tenté quelque part à essayer de définir ses productions, son œuvre également, à partir de laquelle il a inclus une part de fiction. Donc, je suis dans les prémices de cette réflexion également. Donc, je me rappelle évidemment de Warren lorsqu'il présentait le réalisme magique l'année dernière. Une question, en fait, une notion qui a suscité ma curiosité, ma réflexion. Et je pense effectivement que c'est une dynamique qui peut être présente dans les mentalités, dans la réflexion des écrivains, des auteurs, des artistes polynésiens à l'échelle de l'Océanie et non pas uniquement à l'échelle de la Polynésie française. Ainsi, ce poème, en fait, qui est extrait de son recueil de poèmes qui a fait l'objet de 2 éditions, la première en 1990 par Tupuna Productions, dirigée à l'époque par Thea Hirschhorn, ainsi qu'en 2004 par la maison d'édition Hairepo en 2004, dirigée par Robert Koenig, a rendu quelque peu complexe ma tâche de recherche de terrain et d'analyse et d'étude de données. Donc, j'expliquerai tout à l'heure dans les détails les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mes démarches de recherche. Vous verrez également ici une traduction
toute modeste que je propose et qui fait partie également de mon travail en fait et qui serait une continuité, voire en termes de perspective pour un après-thèse, ne serait-ce que la publication en fait du recueil avec mes traductions. Mais bon, c'est vraiment une traduction, voilà, toute modeste encore. Ici, en fait, dans le tableau, il y a une partie du tableau que j'ai constituée où l'on peut également voir toutes les productions établies par Henri Giraud dans plusieurs domaines, sur le plan littéraire, en poésie, en cinématographie, théâtre, spectacle et marionnettes également. Donc cinématographique notamment, puisqu'il est considéré comme le premier cinéaste tahitien vers la fin des années 70. Donc cette petite introduction pour essayer de répondre en fait à ma problématique du jour, en quoi les actions multiples de Henri Giraud ont-elles contribué à la naissance de l'œuvre giroienne en Polynésie française? Je ne m'attarderai pas cette année sur la définition de la terminologie giroienne puisqu'elle a fait l'objet de ma présentation l'an passé lors des doctorales. Donc, pour ma présentation, donc, je propose de vous faire part de la méthodologie utilisée, donc le corpus et l'analyse que j'effectuerai, et je finirai ma présentation par une discussion et des perspectives. Ainsi, ma méthodologie concernerait premièrement à vous proposer une définition succincte et de la caractérisation de la notion d'œuvre, ensuite un état des lieux de ces productions, mais surtout comment est-ce que ces productions ont-elles été perçues par ses pairs, et dernièrement, la notion de signifiance par le biais d'une analyse littéraire et sémiotique à travers donc, un poème que je vous ai présenté en introduction, Tawa Anae, donc le pêcheur. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre? En se référant au larousse.fr en ligne, une œuvre, effectivement, est un travail, une tâche, une besogne comme synonyme. On retrouve également la définition suivante, un objet, un système résultant d'un travail, d'une action. Ainsi, nous pouvons considérer déjà le mot « œuvre » comme l'accomplissement de quelque chose de matériel ou d'immatériel, de concret ou d'abstrait. À la différence également, la dernière, donc d'une œuvre intellectuelle, le Larousse nous propose que la production de l'esprit, du talent, donc que ce soit de type écrit, sous forme de tableau, un morceau de musique, ou un ensemble de productions d'un écrivain, d'un artiste. Et c'est dans cette dimension, en fait, que j'essaye d'inscrire l'œuvre de Henri Giraud. Ainsi, par rapport à la réception, Alessandro Pignocchi considère justement qu'il est impossible de comprendre nos relations aux œuvres d'art sans s'interroger sur les intentions de l'artiste. Effectivement, j'ai introduit ma présentation en vous faisant état des lieux, justement, des raisons pour lesquelles Henri Giraud s'est investi dans sa société et a effectué des productions à plusieurs échelles, dans plusieurs dimensions, dans le but justement d'être reçu, que ces idéologies soient reçues et comprises. Et c'est que là, en fait, on peut voir également qu'une forme de contact, de rencontre esthétique est engagée aussi bien entre l'artiste et le récepteur, c'est-à-dire les spectateurs, les lecteurs, et bien d'autres encore. Aussi, l'une des caractéristiques que je retiens, on avait parlé bien d'autres, selon Didier Frochet, c'est que le caractère d'une œuvre de l'esprit nous oblige quelque part à prendre en compte les considérations esthétiques, les considérations artistiques, la notion de création intellectuelle et originale, mais également le genre d'une œuvre. Ce que je trouve intéressant également ici, c'est que sur le plan juridique, ces notions sont importantes et nous aident également à prendre en compte justement cette notion d'œuvre. Qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce qui fait son originalité? Et la question même que je me pose, qui fait l'œuvre? Est-ce que l'œuvre définit son artiste, son auteur, ou est-ce que c'est l'auteur lui-même qui définit, qui caractérise son œuvre? Donc là, je rejoins quelque part donc, cette idée de réception, donc de magie en fait qui s'opère entre l'objet et le sujet. Et parfois même, nous sommes même tentés à décortiquer davantage parce que parfois on a l'impression de se perdre. Et là, je pense tout de suite à l'œuvre de Stefan Zweig sur les joueurs d'échecs. On a l'impression que le lecteur, à son tour, devient lui-même joueur d'échecs
Et donc, il n'appartient pas uniquement à la dimension fantastique du livre lui-même, mais qui fait partie intégrante. Et je me rappelle également à cette époque, lorsque je lisais cet ouvrage, je me dis peut-être que c'est moi, en fait, Stéphane Zweig. On fait autant de réflexions qui nous permettent justement d'alimenter, moi en tout cas, mes cartes de recherche par rapport à cette notion d'œuvre. Qui fait l'œuvre? Qu'est-ce que l'œuvre? Est-ce qu'un auteur peut à son tour devenir une œuvre post-mortem? Donc, Henri Giraud, une détermination à toute épreuve. Donc, voici Henri Giraud sur cette photographie où l'on voit ses actions sur le terrain dans les années 70. Cette image est très parlante puisqu'elle reflète quelque part les inquiétudes, mais je ne dirais pas la colère, mais plutôt les inquiétudes des Polynésiens quant à l'arrivée et l'installation du CEP, du Centre d'expérimentation du Pacifique, mais aussi des essais nucléaires, et inquiétudes d'autant plus fortes. Donc, et là, je me réfère à l'ouvrage de Bruno Sora, Religion et politique et religion à Tahiti, de 1993, où il explique en fait qu'il reproche pas uniquement à la colonie française d'avoir fait état de leurs expérimentations au Pacifique, mais surtout le déni, le mutisme de l'Église évangélique de Polynésie française par rapport à l'installation, à l'arrivée massive de toutes ces destructions dans la société tahitienne. Et ce que je retiens en fait dans ce discours de Bruno Sora, c'est qu'il n'est pas question en fait de haine dans cette démarche de Henri Giraud, mais plutôt une forme en fait de ramener les choses à leur place, où il se dit également, en tout cas au travers les écrits, dans son analyse d'un des écrits de Turo Apoto concernant justement Te Rautira, c'est-à-dire le leader. Pourquoi est-ce que les églises évangéliques ne tiennent pas leur rôle apolitique premièrement, puisque Henri Giraud et Turo Apoto arrivent à justifier, à estimer que les dirigeants protestants sont quelque part des vendus, ont été achetés par l'État, par eux-mêmes et non pas imposés. Et il leur reproche justement cette manière de faire. Et c'est cette manière d'agir et de réfléchir donc, que je découvre également chez Henri Giraud et qui, quelque part, m'interpelle par rapport à tout l'héritage en fait, qu'il a pu laisser. Je pense notamment au parti politique, le Tavini Huiratira, où quelque part, de par leurs discours, sont malheureusement nés des discours de racisme et de haine, alors que lui, à l'époque, il est davantage dans une façon d'être. Enfin, j'insiste d'ailleurs sur cette notion dans la mesure où lui, après avoir été interviewé quelques mois avant sa mort par Michou Chaz, l'importance pour lui, déjà, pour qu'un peuple survive, pour que la société tahitienne puisse naître et continuer de vivre et perdurer ses traditions et pratiques traditionnelles, c'est écrire. Écrire, peu importe la langue, que ce soit en tahitien, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Et à partir de ces réflexions, je me suis dit qu'il est plus que visionnaire, il est plus que résilient, car il a compris déjà à l'époque que la société tahitienne, la société polynésienne, ne peut échapper à cette globalisation qui a commencé déjà vers la fin du XIXe siècle dans toutes les régions du monde, et que la meilleure chose à faire, lui, en tant que parent, en tant qu'artiste, en tant que médiateur, en tant que référent culturel, en tant qu'intellectuel, en tant que métois culturel et littéraire, comme je l'ai désigné l'année dernière, accompagner cette jeunesse, accompagner justement cette génération à vivre dans une modernité qui lui échappe énormément. Ainsi donc, lorsqu'il dit « Wapohe te atua aita e atua ahau », Dieu est mort. Il n'y a plus de Dieu. Oh mon Dieu! Tout en sachant que Henri Giraud a quand même fait des études de théologie. On est d'accord. Vous faites des études de théologie. Comment est-ce qu'on appelle ce type d'expression? Vous? Honte à vous. Il l'a osé. Ce que je trouve en fait intéressant dans son discours, ce n'est pas en fait uniquement aux dirigeants ou
au Dieu chrétien qui l'on veut, mais c'est au manque de spiritualité. Donc, cette carence de spiritualité, donc le mana que l'on appelle en Polynésie, chez les Polynésiens qui s'amenuisent et disparaissent dans toutes les réflexions et mentalités polynésiennes avec cette arrivée massive de la globalisation. Donc, comment est-ce qu'il est décrit par ses pairs? Le BSEO, donc 249-250 de Pietri Raymond, décrit Henri Hiro comme un poète qui n'est plus et que son exil à Huahine, puisque à partir de 1986, il a décidé de s'exiler à Huahine, ne pouvant plus vivre en fait à Tahiti à cause de ce rythme effréné. Et pour pouvoir mettre en application ces idéologies, il a décidé de partir vivre à Huahine avec toute sa famille et d'abandonner toutes ses missions et ses fonctions culturelles et politiques à Tahiti, tout en sachant qu'à l'époque, il a également été nommé directeur de la Maison de la Jeunesse et Maison de la Culture, qui est ensuite devenue OTAC, aujourd'hui connue comme étant la Maison de la Culture Tefare Tohitinui. Il est parti pour répandre le message philosophique basé sur la non-violence. Torod Apoto, quant à lui, il n'y va pas de main morte. Donc, il écrit également dans le même BSEO, Wamate Tetua, qui veut dire en français, le guerrier, littéralement, n'est plus. Le guerrier est mort. Henri Hiro n'est plus. Oups, excusez-moi. Donc, dans son discours ici, Torod Apoto reproche à l'Église évangélique d'être restée sourde et indifférent aux appels du héros, au travers du héros, donc il désigne également tous ses propres enfants. Donc voici une proposition de traduction par rapport à cette phrase. Donc Torod Apoto, contrairement à Henri Hiro, il est plus colérique, contrairement à Henri Hiro qui est beaucoup plus résilient. Donc, voici un extrait, en fait, qui va nous permettre également de comprendre la démarche de Henri Hiro dans ses œuvres littéraires artistiques, parce qu'au-delà de son écriture, il tend à faire vivre ses écrits, ses mots. Donc, c'est comme s'il y avait un retour à la tradition orale. Donc, je vous laisse découvrir cet extrait d'1 minute sur le tournage du film Témarais en 1983. Donc, vous voyez. Donc, je le fais parce que je pense que c'est l'une des occasions où on peut retrouver un certain nombre de notions importantes de la culture polynésienne, telles que le sacré. Nous n'avons plus cette notion du sacré dans la culture polynésienne d'aujourd'hui, ni dans sa mentalité, ni dans sa spiritualité. Alors, il est important pour les Polynésiens, à travers un élément important de sa culture, telle que l'intronisation, de retrouver cette notion du sacré. Le sacré est très important dans la notion, dans la spiritualité polynésienne, alors que maintenant, tout le monde, tous les Polynésiens n'ont plus cette notion du sacré, sinon celle du christianisme. Le sacré, ça n'appartient qu'au christianisme maintenant. Je voudrais simplement rappeler aux Polynésiens qu'à travers cet événement qui est l'intronisation, qu'il existe, qu'il a existé et qu'il peut encore exister la notion du sacré dans la spiritualité polynésienne. Donc je trouve ce message en fait beau dans la mesure où lui, il ne reste pas en fait sur des choses beaucoup plus proches, immédiates de lui, mais considère en fait le Polynésien dans un tout, à savoir dans sa tradition, mais également dans sa modernité actuelle, et essaie de comprendre justement les vicissitudes, les difficultés qui se rapportent en fait à son état d'esprit, qui est justement la diminution d'une forme de spiritualisme polynésien. Donc c'est le constat que lui-même a fait en 1983. Bon. Ensuite, Jean-Marc Pombrun, au travers de son ouvrage Henri Hiro, héros polynésien, le décrit comme étant un héros, mais également comme tout ceci, artiste, poète, cinéaste, dramaturge, défenseur des valeurs polynésiennes, premier auteur autochtone polynésien, dont les écrits reflètent une pensée autochtone en langue autochtone. Aussi, voici, j'ai pris quelques éléments parmi tant d'autres
qui tente de décrire en fait l'œuvre de Henri Hiro. Donc, et aujourd'hui, le ministère de la Culture, bien évidemment, a déjà commencé à organiser des événements autour de Henri Hiro, puisque sur le Pepe Hiro, effectivement, quelques jours après son décès, le conseil d'administration de la Maison de la Culture a décidé de baptiser l'hôtel Te Pepe Hiro en hommage à Henri Hiro. Donc, voici d'autres. Et soyez pas étonnés de voir justement tout au long de cette année, donc je fais aussi la pub de Henri Hiro, quelque part de ma thèse, sur ce qui est prévu par rapport à Henri Hiro. Oups. Bruno Sora aussi définit ses écrits comme étant très archaïques et hermétiques, ce qui rend quelque part difficile. Et en reprenant Pierre Bourdieu, en fait, je vais le lire, le renoncement au profit ou l'ambition d'exercer un véritable pouvoir religieux, d'imposer, d'inculquer une doctrine savante, exprimée dans une langue savante et insérée dans toute une tradition ésotérique qui permet quelque part de sublimer et de rendre encore un peu plus intelligible les discours donc, dans une langue plus ou moins ésotérique, en langue autochtone. Et Sylvie André rapporte également que c'est une manière pour ces artistes, ces auteurs autochtones, de se rapprocher, de revenir à une forme d'oralité qui appartenait à leur tradition de départ, mais aussi de se préserver quelque part d'une intrusion occidentale. Je pense que j'ai écoulé le temps, c'est ça? Donc, je suis à vous pour les questions et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci pour ta présentation passionnée. On a très bien compris que tu avais beaucoup de choses à nous raconter. On a néanmoins le temps pour une ou deux questions rapides. Oui, on a une question d'un membre du public. Yarana. Yarana. Je voulais savoir si ton analyse... Pour ton analyse, il fallait le recul qu'on a aujourd'hui pour pouvoir faire cette analyse-là. Ou est-ce que le moment, on va dire, quelques années après la disparition de Henri Hiro, tu aurais eu la même analyse? Merci beaucoup pour cette question, parce que du coup, tu me permets de poursuivre un petit peu ma présentation inachevée. C'est merveilleux, merci. En fait, je pense que le temps fait son affaire et est nécessaire pour avoir du recul, effectivement. Lorsque je vous ai présenté en introduction que j'ai proposé une traduction à ce poème Tawa Enaye, donc voici ce qui a été proposé en fait en 1990 par Alain de Viègre, où on a du mal quand même à lire, en fait, à comprendre la traduction de 1990. Une autre proposée par Hiriata Miyo en 2004. Elle, par contre, on voit une irrégularité dans l'écriture, dans la mesure où elle s'est reposée, en fait, sur une transcription orale. À partir, justement, des données aux archives, elle a réécouté tous les supports, ce qui lui a permis de retranscrire et qui donne, en fait, une forme tout à fait différente à l'édition de 1990, premièrement. Deuxièmement, on voit également Tihiri Lucar, qui, dans le cadre de sa préparation de thèse, a proposé aussi une traduction, mais cette fois-ci littérale, mais quelque part qui fait perdre l'essence, en fait, des idées de Henri Hiro par rapport à ce poème. Moi, avec ce recul, effectivement, et avec une démarche herméneutique, c'est-à-dire la prise en compte des figures de style, du champ lexical, mais également de l'histoire de l'auteur, du contexte historico-culturel et tout ce que l'on veut, dont M. Sorel sera content, d'accord? Je pense avoir essayé, justement, de proposer une traduction qui rend fidèle quelque part les idées grâce à ce recul. Je ne suis pas en train de dénigrer les autres traductions, mais je pense que j'ai essayé de me rapprocher de l'idée de la vision de départ. On sait qu'ici, ce terme, lorsque la lunaison Tarouamoua s'annonce, les deux pécheurs se distinguent. L'un est l'homme des temps anciens, donc c'est le traditionnaliste, celui qui est raccroché à sa culture, à ses pratiques traditionnelles. L'autre est l'homme des temps nouveaux, donc celui d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est celui qui profite, en fait, il s'enrichit sur le dos des autres, Ahune Yavira, pour s'enrichir. Alors que
l'homme des temps anciens, il met en pratique ce qu'il a appris de par ses connaissances écosystémiques traditionnelles pour essayer de s'en sortir tout seul. Donc voilà un petit peu donc, la démarche dans laquelle je m'inscris pour essayer d'avoir du recul et d'apporter en fait une plus-value et rester surtout objectif à mes analyses. Merci. Une deuxième question rapide. Ah. Non, enfin, j'allais dire... non, moi, mon observation, c'est que à l'âge que tu as, tu n'as pas connu Orihiro. Tu n'as pas connu Orihiro. Voilà. Effectivement. Est-ce que tu penses que Hirayata Miyo a connu Orihiro? Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, à chaque fois, je veux bien que l'on fasse une analyse, mais à mon sens, lorsqu'on est dans un travail de thèse, on doit faire une analyse objective et surtout, on va dire, neutre. C'est en tout cas là, comme ça que l'on apporte une contribution. Donc, en règle générale, quand on est sur... Enfin, alors là, je parle dans un domaine qui n'est pas du tout le mien, mais en règle générale, on évite justement de poser des questions qui vont influencer la réponse correspondante. Ça, c'est une des règles. Donc, c'est aussi pour ça que, depuis tout à l'heure, j'essaie de te suivre sur ton raisonnement et sur justement quelle contribution tu vas apporter, parce que l'œuvre d'Orihiro est considérée comme une référence au niveau polynésien. J'avais quelques petites choses, parce qu'à un moment, tu as parlé de Turur Apoto, je me suis dit, les deux sont protestants, donc je suis aussi protestante. Donc je connais assez bien la façon de réagir au niveau des protestants. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que donc, dans le travail apporté, il faut rester neutre et objectif dans ton analyse. Or, à mon sens, le fait de se repositionner dans un contexte actuel avec notamment des éléments de connaissance qui ne sont peut-être pas celles de l'époque, vont venir, on va dire, en quelque sorte, biaiser ton travail. C'est un petit peu la... Est-ce que c'était clair ce que je viens de dire? Oui. Voilà, bon, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne traduction ou de mauvaise traduction. Exactement. Voilà. Mais par contre, la différence que je vais voir, c'est qu'entre Hirayata Miyo, par exemple, qui a connu Orihiro, qui est aussi, à mon sens, qui a beaucoup œuvré dans le domaine, on va dire, culturel, linguistique, et donc, toi, ta contribution, il faut faire très attention parce qu'effectivement, tu ne vas pas être dans le même référentiel et surtout le référentiel, on va dire, d'un Orihiro, donc, qui est né en 1946. 1944. Pardon, 1944. Oui, 80 ans. 1944. Voilà. Donc, c'est un peu, on peut appeler ça le choc des générations. Voilà, mais en règle générale, on a une lecture à partir d'un référentiel qui est le sien, de sa société, de son époque. Et le fait de revisiter, par exemple, des œuvres passées, c'est le gros risque qu'il faut avoir, que je vois. Donc, je pense que quand on est sur un travail de doctorant, c'est un des pièges auxquels il faut faire très attention. Voilà. Mais c'est encore, comme je dis, des sciences inhumaines qui parlent. Merci. Je peux répondre? Donc, non, oui, je me suis également interrogé cette question. D'ailleurs, Hirayata a été confronté au même souci avec Alain de Vieg, puisque lui a collaboré étroitement avec Orihiro pour justement proposer ces traductions. Et là où j'apprécie la démarche en fait de Hairepo, donc de Robert Koning et de Hirayata Miyo, c'est qu'ils apportent une autre dimension par le biais d'enregistrement. Donc ce qu'elle propose là ici, et c'est comme elle explique dans l'ouvrage de Jean-Marc Pombrin, Orihiro le héros, c'est qu'elle voulait se rapprocher de la dimension orale, donc de l'oralité, puisqu'elle le dit dans l'ouvrage, je l'entends poser des souffles. Et parfois, il y a des lettres, comme le cas, en fait, Ikiktautei, qu'elle a entendu et qu'elle a estimé important de le faire figurer ici dans cette édition 2004, alors que dans l'édition de 90, on a bien le terme T. Et c'est là, en fait, où voilà, je pense que cette prise de risque, et Madame Miyo, donc je respecte beaucoup, parce qu'elle a été également une de mes professeurs à l'université,
c'est pourquoi, connaît les raisons de cette démarche. Et moi, je m'inscris également dans la même démarche qu'elle, tout comme Thierry Lucas le fait. Et en termes de perspective, c'est dans le but justement de pouvoir proposer des outils didactiques et pédagogiques aux enseignants, mais aussi aux médiateurs et référents culturels. Je pense notamment au Ratira Ori du Heba Heiti du Hurata Peiru. Je pense au spectacle qu'a proposé Heiti de Thierry Trompette, justement sur un poème de Henri Hiro. Donc je pense également, il me semblait légitime à mon avis de proposer mon point de vue avec un regard nouveau, sans trop trahir en fait la pensée et l'idéologie de Henri Hiro. Merci. Merci. Moi, je voudrais juste dire deux choses avant de donner la parole pour le propos conclusif à Gaëtan. Deux choses à toi et une chose au public. Non, c'est toi qui le diras au public. Les deux choses à toi, c'est ça revient un petit peu, ça rebondit un petit peu sur ce que Théa Frogy a dit à Warren tout à l'heure. J'y connais rien. On est d'accord avec toute la prudence qui fait que j'y connais rien, mais je n'ai pas entendu. On a tous reconnu ton caractère passionné, et ça, c'était vraiment l'éloge. Donc, félicitations. Moi, du lieu où je suis, j'ai pas compris la colonne vertébrale de ta thèse, c'est-à-dire l'axe de démonstration. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'ai tout appris parce que moi je ne sais rien. Mais je crois qu'il faudra que tu me ramènes à une essence et à un axe de démonstration. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde, c'est un point de détail, mais les juristes, en théorie du droit, ils ont sur la conception de l'œuvre, sur ton interrogation sur l'œuvre, ils ont la distinction entre l'œuvre à un temps et l'œuvre à deux temps. Et l'œuvre à un temps, c'est celle qui se donne à voir immédiatement, qui n'a pas besoin d'un tiers, d'un locuteur pour exister, alors que l'œuvre à deux temps, partition musicale, elle n'existe que si elle est jouée par l'interprète. Et c'était juste pour éventuellement enrichir ton questionnement sur l'œuvre. Je trouve que les juristes sur ça, je n'en suis pas du tout l'auteur, c'est pour ça que je le dis, ils sont assez féconds. Ouais. En tout cas, merci. Et donc, merci à toi. Et je vous demande de le remercier. Et puis...